Bonjour et donc bienvenue pour cette vidéo de complément de la dernière séance concernant le cours d'exploitation de données massives en finance, donc pour les M2 GDA. Donc c'est une vidéo, ce sera la seule vidéo qu'il y aura puisqu'on a réussi, on a pu faire toutes les séances précédentes en présentiel. Donc je vous ai envoyé le support de cours sur la dernière séance qui porte donc sur l'introduction au réseau de neurones et sur une application en finance de cette méthodologie. Donc je vous avais dit qu'il y aurait sûrement une petite vidéo pour essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans ce cours. Euh, Bah voilà. Donc ici on va procéder un peu comme la dernière fois. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par présenter un petit peu le problème d'algo trading sur lequel on va se pencher dans la séance. Je vais ensuite revenir relativement rapidement sur le modèle qu'on étudie ici, donc le modèle de réseau de neurones artificiels. Et ensuite, on fera le cas d'application, donc qui sera un cas de construction d'un petit algo trading, voilà, qui permet de faire de la prédiction plutôt bonne, mais à 1 minute. Après, voilà, il y a beaucoup de problèmes qui sont à prendre en compte, donc après, vous n'hésitez pas à récupérer les codes qui sont présentés ici, de les faire tourner chez vous, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les réutiliser aussi pour les faire tourner sur des plateformes de simulation d'algo trading qui permettent de voir si votre truc marche. En gros, vous allez pouvoir faire des paris avec de l'argent fictif en fait, donc c'est pour voir si vous arrivez à bien prédire ou pas avec votre algo trading. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorables dans ce qu'on va présenter aujourd'hui, néanmoins, ça permet d'une part de comprendre un peu comment les réseaux de neurones fonctionnent, et d'autre part, ça permet de voir comment on peut les appliquer en finance. Il se trouve que les réseaux de neurones, c'est un modèle qui est à la mode, mais qui n'est pas pour rien, quoi. C'est-à-dire que c'est un modèle très performant et qui permet, qui a beaucoup de domaines d'application, qui est encore en plein essor, chaque année, il y a de nouvelles formes de réseaux de neurones qui apparaissent. Voilà, donc c'est un modèle qui est assez central quand on veut s'intéresser un petit peu à l'apprentissage statistique, et notamment en finance. Donc comme d'habitude, je vous donne un certain nombre de références. Donc hein, on est dans un cours enfin, sur la partie apprentissage statistique du cours d'exploitation de données massives. Donc il y a un certain nombre de références à avoir concernant les modèles de machine learning. Donc moi, je vous ai dit, les deux premières sont un peu sont de très bonnes références en machine learning. Et si vous avez quelque chose peut-être un petit peu plus précis sur l'interprétabilité des modèles de machine learning, donc tout ce qui est les boîtes noires en fait, hein. Et là vous avez, je sais pas si c'est un livre ou si je trouve que c'est un bouquin qui est disponible en ligne qui traite de l'algo trading et de comment utiliser Python pour des problèmes de finance. Là vous avez un article de recherche sur lequel j'ai basé certains points de l'analyse qu'on va mener en fait dans l'application de ce cours. Et comme d'habitude, je vous propose des petites chaînes YouTube. La première propose de façon assez intelligente et assez pédagogique, de coder en Python pour répondre à différentes problématiques de finance, en fait. Donc tout ça sous Python et souvent avec donc, des modèles de machine learning. Euh, donc je vous invite à aller regarder si tout ça, ça vous intéresse. Euh, D'ailleurs, je me suis d'ailleurs un petit peu inspiré des vidéos qui sont proposées par cette chaîne pour ce cours. Euh, Vous avez également donc la chaîne de Science for All, donc ça fait plusieurs fois que je vous la recommande, donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder, il y a plein de choses super intéressantes pour votre culture générale, à minima, sur les modèles de machine learning et l'intelligence artificielle. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois, on avait fait donc une introduction au modèle de classification en forêt aléatoire et comment on avait utilisé le modèle de classification de type forêt aléatoire pour essayer de prédire s'il allait y avoir une hausse ou une baisse du cours de fermeture d'un titre ou d'une action, d'un indice d'action. Et, euh, et donc voilà, et donc on avait pu constater que le modèle était plutôt performant pour prédire les hausses du cours, assez peu pour prédire les baisses. Ça, en fait, c'est lié probablement au fait que vous avez beaucoup plus de hausses que de baisses en finance. C'est juste que les baisses sont beaucoup plus fortes. Ok.
Donc ça, c'était un premier problème. Et puis après, on vient utiliser, enfin, c'est un peu dommage de ne pas utiliser l'information qui est à disposition en finance, savoir l'information intra-journalière. Donc on avait vu à la fin de cette séance qu'il y avait quand même pas mal moyen d'améliorer l'algorithme comment c'était plus du robot advisor que de l'algo trading, hein, qu'on avait fait, mais comment on avait vu qu'il y avait quand même beaucoup de possibilités pour l'améliorer. Et donc bah, c'est ce qu'on va essayer de faire un peu aujourd'hui, hein, en proposant une autre manière d'aborder l'algo trading avec Python et les modèles d'apprentissage statistique. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de profiter de l'information intrajournalière pour essayer de créer des opportunités d'investissement intrajournalières, justement. Pour ça, on va faire appel à l'algorithme de régression. Cette fois-ci, on va plus faire de la classification, on va faire de la régression. On va utiliser les réseaux de neurones artificiels pour ça. On va prendre les réseaux de neurones artificiels les plus simples. Après, il y a moyen de sophistiquer tout ça pour avoir des choses plus complexes et plus précises aussi. Au niveau des données, ici on va prendre les données de Microsoft pour les 11 à 13 derniers jours. Ok, et pour ça on va se baser du coup sur l'API d'AlphaVantage, donc une API dont vous aviez eu quelques infos de par mon collègue Charles Tuff. Ok, et après en termes de variables, du coup, on va se baser on va principalement se baser sur le cours, sur l'historique du cours de l'action de Microsoft et sur les outils techniques d'analyse chartiste qu'on avait déjà euh, utilisés la dernière fois. Ok, c'est-à-dire que là, on est purement sur de la modélisation qui utilise le passé du cours pour prédire le futur. On pourra utiliser d'autres variables, d'autres instruments, d'autres trucs, machin. Là, on se base que sur le passé de la variable. C'est aussi en ça que le modèle d'algo trading est fortement améliorable. C'est aussi en ça que le modèle d'algo trading qu'on propose ici est entre guillemets assez faible parce que c'est compliqué de l'utiliser dans le cadre d'une gestion de portefeuille. Donc, quand on gère un portefeuille, il y a besoin d'ajuster les différents titres, quelle proportion, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Néanmoins, on va voir que finalement on arrive à faire des choses assez intéressantes rien qu'avec ce qu'on a ici. Alors, euh, on va commencer par quelques petites précisions sur ce que c'est que bah, la régression en réseau de neurones artificiels. Euh, donc les réseaux de neurones artificiels, c'est quelque chose qui est finalement pas si récent que ça, puisque ça a été introduit en 1943, ok, par McCulloch et Lipitz. Et en gros, pour simplifier, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? C'est des fonctions de fonctions. Ok, donc on va essayer de déterminer des objets élémentaires, c'est-à-dire des neurones, à partir de combinaisons linéaires de variables explicatives. Ok, on va les combiner plusieurs fois, et in fine, on va prédire une valeur de y. Donc ici, la valeur de y, c'est bah, par exemple le cours à la prochaine minute, ou alors prochaine journée, etc. etc. Ok. Voilà. Donc là, dans le dessin qu'on a ici, ça représente de manière assez classique le réseau de neurones simple, hein. C'est-à-dire qu'ici, on a les variables explicatives qu'on va combiner de façon linéaire euh, dans une couche qu'on appelle une couche cachée. D'accord. Et ensuite, on va appliquer une fonction aux éléments de cette couche cachée pour obtenir finalement la valeur de l'output, de la valeur qu'on cherche à prédire. Ok, donc après vous avez des petites précisions un petit peu plus formelles sur la forme que prennent les différentes fonctions. Vous pouvez avoir plus d'une couche, ok. Donc là on rentre dans des réseaux de neurones un peu plus complexes. Il y a des débats là-dessus sur combien de couches il faut avoir, est-ce que c'est nécessaire ou pas, etc. On va en parler après parce que ça va faire partie des hyperparamètres. Ok, donc dans le cadre d'une classification, on va avoir K classe. Dans le cadre d'une régression, on n'aura qu'un seul Y ici, et donc le Y va prendre la valeur qu'on cherche à prédire en fonction de quelle variable on est. C'est ce qui va faire la différence entre classification et régression. Classification, on va avoir plusieurs classes ici. Régression, on va avoir entre guillemets qu'une seule classe, et on va chercher à prédire la valeur de Y en fonction des variables explicatives ici. Nous, les variables explicatives ici, ça sera les valeurs passées de Y,
enfin, jusqu'à même aujourd'hui, hein, jusqu'à la valeur d'aujourd'hui, et les différents instruments d'analyse chartiste qu'on veut utiliser éventuellement. Ok. Donc, le modèle donne lieu à une fonction d'optimisation des paramètres hautement non linéaires. Ok. Effectivement, ce qui fait que si on cherche un minimum global à cette fonction, on risque de tomber dans le problème de surapprentissage. Et donc, on va pouvoir pallier ce problème via notamment le recours à des termes de pénalisation. Donc ça, c'est un peu ce qui est fait dans les modèles de type Lasso, etc. Les paramètres sont calculés par descente du gradient. Donc ça, c'est une méthode qui est assez, assez répandue, à minima quand on parle de réseau de neurones. Et donc on va pouvoir implémenter cette méthode via l'algorithme de backpropagation, de rétropropagation du gradient. Donc ça c'est pareil, c'est un algo qui est assez répandu, notamment dans l'optimisation des réseaux de neurones artificiels. Voilà, bon après ça sert à rien de rentrer trop dans le détail du calcul, c'est pas tellement l'objet ici, mais déjà si vous avez compris un peu la structure du réseau de neurones, c'est pas mal. On va ensuite essayer de voir quels sont les différents hyperparamètres qu'on cherche à utiliser ici, sachant que là il y a des hyperparamètres auxquels il va falloir qu'on fasse attention et dont on n'avait pas tellement parlé pour notre classification en forêt aléatoire la dernière fois. La dernière fois, je vous ai dit, les hyperparamètres, nous, on va principalement se pencher sur les hyperparamètres qui permettent d'optimiser le modèle, c'est-à-dire de donner la meilleure prédiction. Mais il y a aussi les hyperparamètres qui permettent d'optimiser la complexité computationnelle de votre modèle, c'est-à-dire le temps de calcul en gros. Et là, comme on est sur des données intrajournalières, c'est-à-dire si on veut prédire à 1 minute pour pouvoir profiter éventuellement d'une variation qui serait positive ou négative, bah dans ce cas-là, il va falloir être capable de calculer assez rapidement le modèle si besoin de le recalculer. Donc les hyperparamètres ici de complexité computationnelle vont compter. Et notamment le nombre de couches cachées va compter là-dedans. Donc en gros, quand on définira nos hyperparamètres, on va privilégier un nombre de couches cachées le plus faible pour minimiser le temps de calcul. Donc comme je le disais, il y a un certain nombre de paramètres à fixer au niveau de la régression en réseau de neurones artificiels pour à la fois éviter le surapprentissage et en même temps optimiser le temps de calcul du modèle, évidemment tout en optimisant la capacité prédictive du modèle. Ok. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Ici on va avoir 4 types, enfin 4 hyperparamètres. En réalité il y en a plus. Hein. Si vous voulez vous intéresser un peu au sujet, je vous invite à aller regarder un peu les références que j'ai données au début du cours. Mais nous, on va se baser sur ces 4 hyperparamètres. Vous allez voir que déjà, en regardant un petit peu ces 4 hyperparamètres, on arrive déjà à avoir des modèles qui sont assez performants. Donc on va d'abord avoir le nombre de couches cachées, effectivement. Donc ça, c'est ce que je vous disais, le nombre de couches. Ici, on n'en a qu'une, mais on peut en avoir plusieurs. C'est-à-dire plusieurs fois les combinaisons des variables explicatives initiales. Ok. Si on n'a pas de couche, on tombe dans une fonction linéaire. Donc, disons que les MCO pourraient être un cas particulier des réseaux de neurones. Okay. Si on a une seule couche, c'est souvent préconisé. Déjà pour ce que je vous disais, ça minimise la complexité computationnelle du modèle. Ça va aussi permettre d'approximer en gros toute fonction continue. Donc ça, je vous renvoie au théorème de l'approximation universelle. La page Wikipédia en parle plutôt bien. À partir de 2 couches, on va ça va permettre en fait de mieux approximer les relations non linéaires. Okay, et plus de couches, c'est plus rare et ça va servir notamment dans les algorithmes qui cherchent à reconstruire des données. Je crois que je vous en ai parlé à la première séance, mais c'est notamment ce qui est fait euh, dans le modèle de deep learning, l'auto-encodeur, mais c'est encore autre chose. Donc ça, c'est le nombre de couches cachées. Ensuite, on va avoir le nombre de neurones par couche cachée. Trop de neurones, ça entraîne une situation de surapprentissage, notamment si vous avez
plus de neurones que de nombre d'observations. Ok, et trop peu de neurones, inversement, va rendre la relation trop simpliste, et donc on risque de tomber dans un modèle qui sera faiblement performant. Ok. Ensuite, on va avoir le nombre d'observations que l'on utilise à chaque itération de la rétropropagation. Donc là, je vous renvoie, je vous laisse lire un peu et comprendre ces deux paragraphes. Effectivement, on va utiliser un certain nombre d'opérations pour optimiser les paramètres et comment et procéder à la descente du gradient. Ok, donc plus le nombre va être grand, plus le modèle sera vite estimé, mais moins il sera précis nécessairement. Et inversement, s'il y a trop peu d'observations, déjà le temps de calcul risque d'être assez grand, et comme on risque de tomber dans un surapprentissage, c'est-à-dire qu'on va apprendre très localement ce qui se passe de la relation entre, entre les variables explicatives et la variable expliquée. Enfin, on va regarder, on va s'intéresser un peu au nombre maximal d'itérations pour, pour minimiser la fonction de perte. Et là, en fait, ça va être une manière de contrôler de ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on ne veut pas atteindre un minimum global au risque de surapprendre la relation entre les différentes variables de notre modèle. Donc on va poser un nombre maximal d'itérations, c'est-à-dire que si au bout d'un moment le modèle n'a pas convergé, n'a pas fini de tourner, on va dire stop. Ça va permettre voilà, d'éviter de surapprendre, de tomber dans un maximum global, d'une part, et d'autre part, ça va aussi nous permettre de limiter, encore une fois, la complexité computationnelle du modèle. Ok, donc ça c'était pour les hyperparamètres. Bon bah let's go. Maintenant on va regarder comment on fait ça sous Python et comment notamment on peut l'appliquer dans le cadre d'un algo trading assez relativement simplifié. Voilà. Donc là l'objectif ici ça va être effectivement de recourir à ce modèle-là pour essayer de faire des prédictions les plus précises possibles pardon, sur l'évolution du cours. Et en l'occurrence on va se baser sur l'évolution du cours de Microsoft. Donc comme d'habitude, ça on en a déjà parlé l'an dernier, quand on met une analyse, on commence par importer les librairies qui nous intéressent. Donc ici c'est des librairies que vous connaissez plus ou moins. Donc ici c'est les librairies rapport qui vont permettre d'aller scraper les données, d'utiliser le l'API Alpha Vantage, etc. Ici donc on a les librairies classiques de traitement de données et de statistiques descriptives. Et là on a les modèles. Moi j'utilise scikit-learn, il y a TensorFlow qui fait ça très bien aussi. Il y a d'autres librairies qui permettent d'implémenter les modèles qui nous intéressent. Voilà, ici moi j'utilise scikit-learn, c'est la librairie que je connais et puis qui est assez classiquement utilisée pour les modèles d'apprentissage statistique. MLPerry Resource, c'est la fonction qui va permettre d'estimer le multilayer perceptron régresseur, donc ça veut dire en gros réseau de neurones. Et randomized search, ça, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est pour faire de la cross-validation. Et pre-processing, donc ça va être pour faire de la normalisation, c'est-à-dire normaliser les données. C'est une procédure assez classique quand on fait du réseau de neurones. Ok, concernant les données, donc là j'ai repris en fait les codes que vous aviez déjà vus en séance sur les API. Donc si je dis pas de bêtises, c'est séance 2 ou sur le web scrapping, je sais plus. Mais sinon c'est les mêmes codes, donc si vous avez compris à ce moment-là, voilà, ça ressemble un peu à la même chose. Ici là juste j'ai spécifié l'entreprise qui m'intéressait. Et j'ai pris Microsoft parce que pareil c'était celle que vous aviez en exemple dans dans la séance sur Alpha Vantage là. Intervalle 1 minute, donc là je prends des données intrajournalières. Ok. Ça c'est donc le type du fichier de sortie pour mes données. Les URL, etc. Donc après voilà, donc je stocke tout dans un data frame que je plotte. Et donc ici on va voir qu'il y a des écarts, enfin il y a des moments où c'est tout plat, c'est constant, il n'y a plus de variation. Bah, ça c'est ce qui va séparer chacune de mes journées. Ok. Donc là j'ai du 4 au 18, je crois, un truc comme ça.
novembre 2020, donc c'est des données assez récentes. Je pourrais refaire tourner la cellule, mais je vais éviter pour être sûr d'avoir les bonnes sorties. Mais si vous faites retourner la cellule, vous n'aurez pas le même graphique que moi. Vous aurez les 13 derniers jours euh, pour Microsoft. Ok. C'est-à-dire que si je le refais retourner maintenant, là, j'aurai du 24 à 13 jours avant, donc du 11 au 24. Ok, donc bref, cela étant dit, voilà, donc on a des sauts, donc faudra faire attention à ça. On a des sauts à l'intérieur de la série. Ça, c'est lié au fait que je suis en train de regarder l'évolution d'une série qui est coupée par la nuit et les week-ends, tout simplement, hein, parce que la bourse n'est pas ouverte toute la journée, donc il y a des moments où il y a des coupures. Ok, donc c'est ça qui explique les sauts dans la série. Donc maintenant, traitement de données, on va procéder à un certain nombre de calculs, de traitements, et notamment on va revenir sur le calcul des différents outils d'analyse chartiste, pardon, qu'on avait déjà vu un peu la dernière fois. Donc on va utiliser la variation des stocks, le RSI, la stochastique K, le MACD, et on va regarder aussi un peu des moyennes mobiles simples. C'est pas nécessairement un outil qui est les moyennes mobiles de manière générale en fait, hein, c'est pas des outils qui sont très utilisés dans l'analyse financière à, à haute fréquence. Ok, c'est des outils qui vont être plutôt performants sur des périodes longues. Euh, mais bon, ça donnait quelque chose d'assez compréhensible et visuel dans une des vidéos justement de cette chaîne-là, Computer Science. Donc je les ai repris parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal ce qui était proposé. Voilà, alors je vais pas rentrer dans le détail de toutes les cellules de code, surtout qu'elles sont commentées. Euh, Rapidement ici, je récupère l'indice. En fait, quand on télécharge les données de cette manière-là sur Alpha Vantage, l'indice du data frame, c'est le temps. Ok, donc je récupère ça. Je split justement le temps pour faire apparaître les jours. Ok, donc ça tout simplement ça va être pour pouvoir plotter mes séries jour par jour. Ok. Et pourquoi je passe par là et pas par je sais pas, une fabrication de liste toute simple. Là c'est juste pour être sûr que quel que soit le moment où je télécharge mes données, j'aurai les bonnes journées dans mon data frame. Ok, sous la variable days. Euh, ok. Donc là, je reset l'indice puisque je l'ai récupéré et je l'ai stocké dans la variable time. Ok, donc là, je reset l'indice, c'est-à-dire que je le fais repartir de 0 à la fin. Et ici, je définis une fonction qui me permet, en fonction d'une base de données et d'une certaine variable, de calculer le, le change, donc la variation en fait, de la variable que je souhaite. Ok, donc là, j'applique cette fonction à mon data frame, donc à mes données, et sur la variable de clôture à la minute, hein. Donc c'est en gros la valeur de l'action à la fin de chaque minute. Et donc ça va me créer dans mon data frame une variable qui va s'appeler change in price. Et voilà, simplement. Ok. Pourquoi j'ai fait une fonction ici? Parce qu'en fait, j'en aurai besoin à la fin. Je vais devoir réappeler les fonctions qui me permettent de calculer les indices. Chose qu'on n'avait pas fait euh, la dernière fois. Ensuite, le Relative Strength Index. Donc, pour rappel, sur l'interprétation, lorsque le RSI passe au-dessus de 70%, on a un signal de vente qui est envoyé, c'est-à-dire que le marché est globalement en hausse et inversement, quand il passe en dessous de 30%, c'est-à-dire que le marché est globalement en baisse, que ça va bientôt monter, et donc un signal d'achat est envoyé. Ok, donc là c'est le même code que la dernière fois, hein, ce que j'ai un tout petit peu modifié pour pouvoir avoir des paramètres. N, ça va être le nombre de périodes sur lesquelles je calcule mon RSI, et data, bon, bah, c'est les données. Voilà. Tac. Donc j'applique ma fonction à mon data frame sur 14 périodes, ce qui est généralement fait. Idem pour la stochastique K, qui a une manière d'être interprétée similaire au RSI.
Ok, donc là j'ai créé une fonction qui va me permettre, que je vais pouvoir utiliser du coup par la suite, qui me permet de calculer la stochastique K. MACD, donc Moving Average CD, j'ai oublié ce que c'était. Donc là, comment ça marche? Euh, quand... Ouais, c'est un rapport en fait de moyenne mobile exponentielle sur plusieurs périodes, ce qui fait que quand ça devient positif, le marché est globalement en hausse. Quand je passe de positif enfin de négatif à positif, le marché est globalement en hausse, donc un signal de vente qui est envoyé, et inversement, quand le MACD passe de positif à négatif, j'ai un signal d'achat qui est envoyé. Ok. Voilà. Donc là, pareil, j'ai une fonction qui va me permettre de recalculer le MACD un peu plus bas. Et je le calcule et je le stocke dans mon data frame. Et là, on a des moyennes mobiles simples, d'accord, donc sur 30 et 60 périodes, donc c'est-à-dire sur 30 minutes et 1 heure. Ok, donc ça va nous permettre de faire des interprétations peut-être plus visuelles et plus faciles qu'avec les autres indicateurs. Mais de toute façon, je vais les plotter, puis on va regarder à quoi ça ressemble ensemble. Mais voilà, donc là j'ai la fonction qui me permet de calculer les deux moyennes mobiles simples à 30 et 60 périodes. Ok, alors un peu de visualisation justement. À quoi ça ressemble tout ça? On va commencer justement par les moyennes mobiles simples. Ok. Et d'ailleurs, on va faire que les moyennes mobiles simples et on rentrera un peu plus dans le détail de la prise de décision juste après. Donc là, je vous le disais, j'ai récupéré les jours, donc je peux plotter l'évolution de mes indices pour chacune des journées. Ok. Et donc ici, j'ai un trou, hein. C'est normal, c'est parce que je peux pas calculer ma moyenne mobile à 30 périodes tant que j'ai pas minimum 30 périodes, et je peux pas calculer ma moyenne mobile à 60 périodes tant que j'ai pas minimum 60 périodes. Ici, ce qui se passe, c'est que la moyenne mobile longue, donc la verte, euh, ou plutôt la moyenne mobile courte, donc la orange, bah, quand elle passe au-dessus de la moyenne mobile longue, bah, ça veut dire que le marché se met en hausse. Ok. Et inversement, quand la moyenne mobile simple courte passe en dessous de la moyenne mobile longue, ça veut dire que le marché tombe euh, dans une phase de baisse. D'accord. À chaque fois, si vous pouvez vérifier, hein, chaque fois on a la ligne orange qui va traverser la ligne verte, soit par le haut si on est dans une baisse, soit par le bas si on est dans une situation de hausse. Vous pouvez regarder sur tous les graphiques, ça donne quelque chose d'assez élégant, ok. Et surtout, au-delà de ça, ça nous envoie des signaux en fait. Du coup. Et bah, le modèle se trompe pas, pas tellement, enfin le modèle, l'observation de ces croisements de lignes se trompe assez peu, si ce n'est que parfois c'est un peu en retard. Ici par exemple, là la moyenne mobile courte passe par le haut, en dessous de la moyenne mobile longue, mais un peu tardivement par rapport à la baisse qui a déjà eu lieu en fait. Okay, mais par contre, il y a des moments où là, voilà, là, on a la courbe orange qui passe au-dessus de la verte au début de la hausse. Bon, c'est ça qui peut être intéressant de prédire. Nous, on va pas tellement rentrer là-dedans, on va surtout essayer de voir comment on fait pour prendre des décisions d'une minute sur l'autre. Ok, mais déjà, on pourrait utiliser ces instruments-là pour prendre des décisions sur toute une journée, par exemple. Est-ce qu'on doit attendre ou pas avant d'investir, etc. Est-ce que ça va monter, etc. etc. Ok. Déjà, on va essayer de représenter là ce que je disais, c'est-à-dire que le fait que bah, quand la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue, bah, il y a un signal d'achat qui est envoyé, puisque ces indicateurs-là disent le marché va augmenter, investissons et revendons une fois qu'il sera plus haut. Bah, j'ai créé une petite fonction, pareil, qui est assez inspirée de la chaîne de vidéo Computer Science, que j'ai un peu modifié pour le cadre de ce cours-là et puis pour pouvoir l'appliquer aux autres indicateurs. Ok, et donc quand on suit tout ça, donc ça c'est une fonction qui va récupérer justement les moments où les moyennes mobiles se croisent, dans quel sens, etc. etc.
Et ici, donc, je fais un graphique bah, avec justement les signaux de vente et d'achat. Euh, donc là, en vrai, c'est du code qui a l'air compliqué comme ça ne l'est pas du tout, hein. C'est assez simple, hein, vous avez vu, c'est juste des boucles avec de la structure conditionnelle. Faut juste faire attention, il y a le flag ici qui permet de dire que quand on est, par exemple, si je suis déjà en hausse ici, ça sert à rien de dire que je suis toujours en hausse. Alors, tant que je suis pas repassé en dessous de la ligne verte, il n'y a pas besoin de dire euh, là, continue d'acheter. En fait, j'achète une fois, je revends une fois, j'achète une fois, je revends une fois, et je ne vais pas acheter tout du long de la montée. Ok. Donc le flag il sert à ça, il sert à dire dans le code, bon bah là j'ai envoyé un signal d'achat, je suis toujours dans ce signal d'achat, et dès lors que j'aurai rencontré un signal de vente, bah là je vais pouvoir réenvoyer un signal d'achat. Ok, ça permet de faire alterner en fait les deux types de signaux. Ok, voilà. Donc on calcule ça pour notre titre. Et on va pouvoir le plotter de façon assez jolie, assez claire. Ici en vert, on va avoir les signaux d'achat et en rouge les signaux de vente. Donc euh, si on suit à la lettre ce qui est dit par ces signaux, euh, on aurait perdu de l'argent ici sur les premiers investissements puisque j'aurais vendu. Pardon, on aurait gagné pardon, de l'argent puisque je vends à une certaine valeur relativement élevée et j'achète à une valeur en tout cas moins élevée. Puis je revends. Là, ici, il y a une forte hausse, donc là, je fais un bénéfice qui est relativement important. Là, en revanche, entre ces deux points, il y a une perte. Ici également. Là, en revanche, j'ai un gain, puisque je vais acheter moins cher que ce que j'aurais vendu. Je refais un gain en vendant plus cher que ce que j'aurais acheté ici. En revanche, là, j'achète sur un pic, donc des deux points de vue, c'est une perte. Ok. Donc là, c'est ce qu'on avait identifié. On avait vu qu'ici, l'inversion dans les moyennes mobiles simples se fait de manière un peu tardive. Et là, en fin de journée, j'ai un gain puisque j'achète moins cher que ce que je vends ici. Ok, alors vous avez vu, c'est pas forcément optimal, hein. Là, il aurait fallu que je vende par exemple ici, et là, il aurait fallu que je vende là. Ok, et puis il y a des moments où bah, les signaux ont un peu de retard, donc l'inversion des moyennes mobiles courtes et longues se font pas de manière simultanée avec l'évolution effective du cours de l'action. Donc on peut avoir des signaux qui sont envoyés de manière un peu tardive. Je vous laisse vous amuser à les regarder pour chacune des journées comment ça se goupille. Ok. Donc efficace mais pas à 100%. Euh, Efficace mais pas à 100%. Est-ce que on peut trouver plus d'informations euh, dans les autres indices? Alors là juste il n'y a pas de code parce que je l'ai caché pour la lisibilité du cours. Mais je crois que quand vous téléchargez le cours sur la Dropbox, tout est visible. Moi j'ai mis une option pour pouvoir cacher le code, mais vous l'avez. Ok. Voilà. Donc le cours sera sur la Dropbox. Le support de cours est sur la Dropbox du cours si jamais vous ne retrouvez pas le mail, vous avez plus le truc. Donc pour rappel, hein, Economics, Pierre Durand, première page, tout en bas du cours, vous avez le lien vers la Dropbox avec le support du cours. Ok, fin de la parenthèse. Donc là, quand on regarde avec le RSI, qu'est-ce qui se passe ici? Je vends plus cher que ce que j'achète, et je vends ici également plus cher que ce que j'ai acheté. En revanche, là, je profite pas de toute cette montée, hein. Donc là, c'est la même journée que celle-là, hein. Je profite pas de cette hausse du cours de l'actif. Là, je profite d'une légère hausse. Là aussi également, là aussi. Là, je suis à perte, bénéfice, perte, bénéfice. Donc là, bon, c'est un peu mitigé quand même, hein. C'est pas incroyable. Après, comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont privilégiés pour des analyses sur période plus longue. Là, on est sur de la minute, donc haute fréquence.
potentiellement autres indicateurs. Donc après, je vous laisse regarder éventuellement si vous trouvez d'autres indicateurs euh, pour améliorer vos prises de décision. On peut faire la même chose avec le MACD et la stochastique K. Ok, donc là, pareil, je vous laisse regarder. Là, il y a beaucoup de signaux de vente et d'achat. Et finalement, bon, ce qu'on peut voir quand on regarde un peu dans le détail tous ces signaux de vente et d'achat, tous ces conseils de vente et d'achat, c'est que on n'a rien de réellement parfait. Ok, par contre, si on vient combiner, si on vient faire voter, un peu comme les arbres dans une forêt aléatoire, hein, si on fait voter tous les indicateurs pour savoir quel est le meilleur moment, enfin, si disons que si plusieurs indicateurs au même moment nous disent d'investir, potentiellement là, on sera un peu plus sûr de nous au moment où le signal de vente ou d'achat est envoyé. Bon, alors on va mettre ça un petit peu de côté, ok, et puis maintenant on va estimer notre modèle, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations-là une fois qu'on aura des prédictions sur le cours. Parce que là, l'idée du coup, c'est d'avoir un modèle qui nous prédise une valeur plus ou moins précise euh, pour le cours dans une minute. C'est-à-dire que là, il est 19h45. Mon modèle me donne une valeur pour le cours à 19h46. Bon, bah moi, je vais utiliser les informations que je sais via les différents indicateurs, etc., en moins d'une minute pour savoir si je dois investir ou pas. Euh, voilà. C'est un peu l'objectif. Euh, alors, on va obtenir quelque chose qui marche plutôt pas mal, mais qui est en l'état pas applicable. Il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte ici. Néanmoins, ça va vous montrer à minima que les réseaux de neurones artificiels sont assez performants. Donc, fin de la parenthèse. Ici, on commence par normaliser les données. Comme je vous le disais, c'est une procédure qui est relativement classique quand on mène une analyse en réseau de neurones artificiels. C'est important de le préciser quand même parce que si je normalise les valeurs passées de Y, nécessairement la valeur prédite sera elle-même normalisée. Ok. Et donc faudra que je la dénormalise pour obtenir la valeur du, du cours. En fait, tout simplement. Si mon cours il varie entre 200 et 300, il me faut une valeur qui se prédite qui varie entre 200 et 300, sinon je peux rien en faire. Ok. Ici, je définis mon échantillon d'entraînement. Donc là, je définis la taille de mon échantillon d'entraînement. Et ici, je le définis. Ok, très bien. Alors, donc là, je différencie mes échantillons de variables expliquées et de variables explicatives. La variable expliquée, en fait, tout simplement, parce qu'on va faire là, ici, c'est qu'on va prendre les 60 dernières valeurs du cours pour prédire la 61e. D'accord. Donc les variables expliquées, ce sont toutes les 61e valeurs du cours. Et pour chacune de ces 61e observations, les variables explicatives seront les 60 dernières observations. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, là il est 19h47. Je cherche à prédire 19h48. Mes observations, ça va être 18h47, 19h47. Et le Y que je cherche à prédire, c'est 19h48. Ok. Et ça pour toutes les minutes des 13 journées qu'on a dans notre échantillon. L'échantillon test, il faut noter, hein, l'échantillon test qu'on garde, c'est la dernière partie de l'échantillon, mais de manière chronologique. Là, cette fois-ci, c'est pas fait de manière aléatoire. On garde de côté les 25%, les derniers 25%. Ok. Tout simplement parce que comme il y a une structure temporelle dans le modèle qu'on cherche à estimer, il faut que je garde une logique temporelle, en fait, tout simplement dans mes données, dans mes échantillons d'entraînement et, euh, et, de, et tests. Ok, bref, du coup ici je sépare mes, mon échantillon d'entraînement entre Y et X. Encore une fois, Y c'est chaque minute, X c'est pour chaque minute les 60 dernières observations.
Ok, donc ensuite je transforme tout ça en NP array, pour pas que ce soit des data frames, pour pouvoir faire un certain nombre de calculs dessus. Euh, Ce qui me fait penser d'ailleurs que scikit-learn, je crois, accepte les data frames. C'est pas le cas de TensorFlow, il me semble. TensorFlow qui est le package utilisé par la chaîne de vidéo que je vous ai recommandé, Computer Science. Voilà, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Échantillon de test. Donc là c'est pareil, en fait il faut que je sépare dans mon échantillon test entre les X et les Y. Ok. Voilà, et après il y a ce que je vous disais, c'est-à-dire que le Y que je cherche à prédire, faut qu'il soit proche de. Enfin, faut pas qu'il soit normalisé. Donc il y a aussi une phase de dénormalisation des Y. Ok. Alors, on va procéder à une sorte de scaffold validation croisée. Donc ça, vous vous souvenez, on l'avait déjà fait pour les random forest, c'est-à-dire qu'on va estimer un certain nombre de modèles, en l'occurrence des réseaux de neurones artificiels, pour pouvoir établir les hyperparamètres. Et sur quoi on va se baser à chaque fois? On va se baser sur les capacités prédictives du modèle hors échantillon, enfin dans l'échantillon test. Ok, et donc on va faire varier les 4 hyperparamètres dont on a parlé un peu plus haut. Et on va retenir le set de paramètres qui optimise, qui permet d'avoir la meilleure prédiction en échantillon de test. Ok. Donc là, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ici, on fait varier le nombre de couches cachées. Ici, on fait varier le nombre de neurones dans les couches cachées. Ok, donc à chaque fois, il y a plusieurs listes avec des nombres de neurones. Batch size et maxiter, je les ai fait varier pas à l'intérieur. Enfin, si batch size, d'ailleurs, je l'ai fait varier à l'intérieur, mais maxiter, je l'ai fait varier moi-même. Bon, j'ai sélectionné une valeur de maxiter qui est le nombre maximum d'itérations. Je l'ai sélectionné préalablement, mais sinon faut que vous fassiez plusieurs fois, enfin vous testiez plusieurs valeurs de maxiter pour optimiser votre modèle. Donc ça en gros là dans votre démarche d'analyse financière, vous arrivez le matin, vous faites vous-même quelques minutes avant l'ouverture de la bourse, vous faites tourner le modèle avec les estimations les observations des 13 derniers jours. Comme ça, vous arrivez, quand la bourse ouvre, vous arrivez sur un modèle qui est déjà calibré. Après, vous attendez de récupérer les 60 premières minutes d'observation, et là, vous allez pouvoir commencer à faire de la prédiction minute par minute. Ok, donc ça prend, je sais pas, une dizaine de minutes à tourner, je crois. C'est du réseau de neurones, et en l'occurrence, pour la petite histoire, le réseau de neurones est un type de modèle qui permet le multi-processing, c'est-à-dire le fait de faire tourner votre code sur plusieurs cœurs de votre ordinateur, plusieurs processeurs. Bref, une fois qu'on a fait tourner ça, on récupère donc du coup un dictionnaire pour lequel, pour chacun de mes paramètres, je vais avoir ma performance hors échantillon. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que les performances hors échantillon sont quand même pas mal. Et on va retenir la performance la plus haute. Là, j'ai pas fait de fonction, mais il est possible d'aller chercher de manière automatique quelle est la valeur la plus élevée pour avoir directement le nombre de paramètres. Donc là, in fine, je crois que ce qu'il fallait retenir, c'était une seule couche cachée. Et bah là, dans ce cas précis, ça va être 50 neurones. Et après, c'est batch size, c'est 45. Ok, donc on va se baser sur ces critères-là, avec maxiter égale 600, pour estimer notre modèle. Et après, toute la journée, je pourrais utiliser ce modèle pour faire mes prédictions. Après, je peux régulièrement, je sais pas, toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 5 heures, je peux réestimer mon modèle pour éventuellement ajuster les paramètres. Voilà. Donc ici, comme je disais, hein, on a ici qu'une seule couche. Si j'avais plusieurs couches, il aurait fallu que je mette virgule, mettons 25 neurones dans la deuxième. Justement, l'entier qu'on donne ici, c'est le nombre de neurones qu'il y a dans la couche cachée. Batch size donc 45, maxiter 600. Et après, bon, vous avez un certain nombre de paramètres. J'ai pris les choses les plus classiques.
enfin, en tout cas des paramètres relativement classiques qu'on retrouve dans les réseaux de neurones artificiels. Random state, vous vous souvenez, c'est la graine qui me permet d'obtenir les mêmes résultats à chaque fois. Ok. Donc là, j'ai défini mon modèle ici. Et là, je l'estime sur mon échantillon d'entraînement, c'est-à-dire mes X et mes Y. Ok. Donc là, juste, on regarde la performance du modèle. Donc on a un modèle qui, en échantillon, est plutôt performant, et un modèle qui, hors échantillon, le sera moins, mais 80, plus de 90% de performance, c'est quand même assez intéressant. Ok. Donc on arrive à prédire avec une grande précision la valeur de la prochaine minute, du cours à la prochaine minute. Ok, et donc on va regarder à quoi ça ressemble graphiquement. Bah, graphiquement, c'est juste excellent, hein. C'est très très proche. Ok. Le problème de... Parce que là, pardon, je vais préciser un petit peu. En vert, on a les prédictions, et en orange, on a la véritable valeur du cours, ok, qui a pris le cours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai quelque chose d'extrêmement précis. Mais là, c'est un peu trompeur quand on se le représente comme ça. Là, j'ai pas utilisé toute cette partie-là des données pour prédire cette partie-là entière. C'est-à-dire que là, j'ai prédit à une minute, puis j'ai utilisé les observations jusqu'à la minute que j'ai prédit pour prédire celle d'après, etc., etc., etc. C'est-à-dire que j'ai, je sais pas, 60 minutes, je prédis la 61e, mais comme la 61e, je la connais, puisque là, c'est un échantillon de test, hein, c'est pas des données qui sont venues au fur et à mesure, comme ça serait le cas dans un véritable cas d'algo trading. Ici, j'ai prédit ma 61e minute, plus j'ai utilisé de ma première minute à ma 61e pour prédire la 62e, puis de la 63 à la 60, de la deuxième minute à la 62e pour prédire la 63e, puis de la 3e à la 63e pour la 4e, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, ça a l'air très précis, mais en réalité, euh, là, je prédis à chaque fois qu'il y a une seule période, et la période, c'est une minute, hein. Finalement, c'est très court. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que par contre, euh, je peux prédire la 61e minute, puis utiliser la prédiction de ma 61e minute pour prédire la 62e, puis la 63e, etc. Auquel cas, là, ce serait super intéressant. Si j'arrive à avoir les mêmes performances, c'est-à-dire un R carré à 90% en échantillon test, sur, je sais pas, 10 minutes prédites par mon modèle, alors ça veut dire que là, je peux baser entièrement mes décisions d'investissement sur les 10 prochaines minutes. Pour ça, il faut que ça reste précis. Donc c'est ce qu'on va chercher à regarder. Ici, donc c'est une fonction que j'ai écrite pour justement récupérer les prédictions des 15 prochaines minutes, je crois. Là, le n, on le fixe, on peut récupérer 10 premières minutes, 5 premières minutes, etc. Enfin, prochaines minutes, pardon, en fonction du modèle qui a été entraîné. Et donc là, ce qu'on voit, donc c'est sur tout l'échantillon test ici, et là, juste sur la dernière journée, à chaque fois, on a la prédiction sur, enfin la prédiction du modèle basée sur les prédictions du modèle justement. Je sais pas si c'est bien clair. Il faut réfléchir un peu au truc, hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai 60 minutes, je prédis la 61e, j'utilise la prédiction de la 61e minute pour prédire la 62e, puis j'utilise la prédiction avec la 62e minute pour prédire la 63e, etc. Et ça, je fais ça du coup 15 fois pour avoir 15 minutes. Bah, ce qu'on voit, c'est que il y a quand même des moments où le modèle part complètement dans le décor. Là, on le voit de manière un peu plus zoomée. Il y a des moments où il est super optimiste. Là, par exemple, ici, le modèle prédit que dans 15 minutes, le cours aura augmenté, alors qu'en réalité, il aura fait que descendre. Okay. Après, il y a des moments où il se plante pas. Ici, il a prédit qu'il y avait une baisse. Alors, il n'a pas prédit au bon endroit, mais il a prédit qu'il y aura une baisse. Là, pareil, il voit qu'il y a un retournement. Ici, il se plante dans la valeur de l'indice, mais par contre, il voit aussi qu'il y aura un retournement ici aussi. Ok, donc il y a des moments où
il sera, il sera à peu près précis, en tout cas dans l'évolution, dans la tendance, mais en termes de valeur, dès qu'on quitte la première minute, on part complètement ailleurs. Donc on va pas pouvoir se baser là-dessus pour établir un algorithme de décision précis. Ok, donc par contre, ce qu'on va faire, c'est que euh, je prédis la 61e minute à partir de mes 60 minutes en cours. Ok. Euh, Bah du coup, sur ces 60 minutes-là, moi, je peux déjà calculer des indices qui me donnent une évolution de tendance. Ok. Et est-ce que du coup, la prochaine minute sera au-dessus, en dessous, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais pouvoir réutiliser mes indicateurs pour dire si il est intéressant à la prochaine minute d'investir ou pas. Et donc, je vais pouvoir prendre de l'avance par rapport à ce que, à ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que du coup, l'idée, c'est qu'on va utiliser les prédictions du modèle pour essayer d'aller chercher à l'avance, une minute à l'avance, les points qu'il y a ici. Ok. Euh, donc pour ça, ici, sur mes données, sur mon échantillon de validation, hein, je ne vais pas retravailler sur l'échantillon de test, hein, ça n'aurait pas tellement d'intérêt, parce qu'on voit que le modèle performe à 99%. Donc, voilà. Ici, je recalcule donc tous mes indices pour l'échantillon de test. Ok, et du coup voilà. Non, pardon. Là, j'ai calculé les indicateurs sur les prédictions. Ok, ce qui fait que ça revient à peu près au même que si j'avais calculé mes indicateurs en utilisant les 60 minutes en cours plus la 61e minute prédite. Ok, et on va voir si les indicateurs arrivent à me fournir de l'information pour investir ou pas. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les indicateurs et ici, selon une règle de décision, on fait voter les indicateurs. Ici, j'ai dit que s'il y avait au moins un indicateur qui me signalait un signal de vente ou d'achat, alors je l'intègre. D'accord. Euh, Voilà, et je crois que je me suis débrouillé. Peut-être que je reviendrai, enfin, je remettrai une version, enfin je mettrai à jour une version plus commentée de ces quelques codes-là. Là, je me rends compte que ça me manque un peu. Moi, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Mais là, je récupère du coup les signaux de vente et d'achat et les signaux importants de vente que j'ai identifiés comme étant les signaux de vente pour lesquels la valeur de vente est pour le coup supérieure à la valeur d'achat. Ok. À la dernière valeur d'achat en tout cas. Ok, parce qu'on avait vu que je pouvais avoir dans mes signaux là, là par exemple, j'ai un signal de vente, sauf que mon dernier achat est supérieur à mon signal de vente. Ok, pour moi. Voilà, alors, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ça. Ok, donc là, le graphique est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on a affiché les valeurs. Les valeurs. Finalement, on arrive quand même à retrouver pas mal de signaux de vente et d'achat. Et on a repéré les signaux de vente qui sont forcément rentables. Là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 moments où vous vendez à ces valeurs-là, si vous avez bien respecté les zones d'achat qui sont conseillées par ailleurs, vous êtes certain d'avoir été rentable. Ok, donc finalement, en se basant sur des prédictions à une minute et sur les différents indicateurs d'analyse chartiste qu'on a à disposition, c'est des indicateurs qui sont relativement simples, hein. On arrive à avoir quelque chose qui peut être performant. Ok, néanmoins, on peut sophistiquer tout ça. Déjà, le premier problème, enfin, je sais plus si je commence par les problèmes. Bon, je vous laisserai regarder un petit peu tout ça, mais déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que là, j'arrive à analyser, à repérer des zones de vente. Ok, mais on peut se dire que c'est pas forcément les plus optimales. Là, il aurait fallu que j'achète plutôt ici et que je vende là. Ok, autrement dit, là, ce qui manque ici, c'est une règle de décision pour les zones d'achat. À quel moment il faut que j'achète
et à quel moment, bah, il y a forcément un pari hein, sur le fait que déjà les prédictions du modèle sont bonnes ou pas, hein, mais sur le fait que bah, ça va continuer d'augmenter ou pas. Mais voilà, ici en fait, il y a peut-être, on fait un gain, mais un gain qui est minime par rapport à ce qu'on aurait pu faire sur toute cette zone-là. Donc pour ça, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de manières de procéder à ça, par des indicateurs avancés, par le recours potentiellement à d'autres indicateurs d'analyse chartiste, par l'intégration d'autres cours qui, euh, qui sont représentatifs aussi du cours qu'on est en train d'étudier. Peut-être que le cours de Apple impacte celui de Microsoft et inversement, donc il peut y avoir des relations avec d'autres cours, etc. On peut augmenter l'horizon de prédiction en, c'est-à-dire que là, on cherche à prédire la 61e minute à partir des 60 minutes en cours. On pourrait très bien s'amuser à refaire le même modèle. D'ailleurs, je vous invite à le faire, hein. Sauf qu'au lieu de prédire la 61e minute, vous cherchez à prédire la 62 voire 63e minute. Ok. Ou même vous prédisez la valeur, enfin vous entraînez le modèle de sorte à ce qu'il puisse prédire la valeur du cours dans 10 minutes. Et si ça vous arrivez à le faire, en intégrant par exemple les indices chartistes, etc., bah du coup, déjà vous aurez plus de temps pour prendre votre décision. Et ensuite, euh, ça vous permettra d'être plus tranchant sur la variation du marché. Ça se voit, hein, le cours d'une action varie quand même assez fortement et assez régulièrement. Donc si vous regardez à une minute, il y a quand même des chances pour que votre prédiction elle soit précise, mais précise au-dessus ou en dessous. Ça risque de ne pas vous donner une grosse information. Alors que sur 10 minutes, il y a quand même plus de chances pour que ça ait fortement varié. Donc si votre modèle est précis sur une prédiction à 10 minutes, bah, vous aurez nécessairement plus de facilité à prendre une décision d'investissement. Voilà, bon après il y a d'autres manières d'intégrer simplement des améliorations dans ce type d'algo trading. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, le modèle de réseau de neurones est assez performant pour prédire le cours de l'action, en tout cas sur horizon court. Ce qu'il faut retenir également, euh, euh, c'est la manière dont on peut utiliser ce modèle pour la finance, en fait, hein, tout simplement. Comment, là, on a utilisé le modèle de réseau de neurones, mais aussi les indicateurs d'analyse chartiste pour établir une forme d'aide à la décision. Donc voilà, donc tout ça, je pense que c'est c'est plutôt intéressant. Euh, bon, je vérifie que j'ai rien oublié de trop important. Après, comme je vous le disais, les moyennes mobiles, tous ces indices-là, ils sont assez performants sur des horizons un peu plus longs, sur des fréquences, sur des plus grandes fréquences. Nécessairement, c'est pas ce qui intéresse le plus les investisseurs hein, qui veulent faire du investissement court, hein, ils veulent shorter, hein. Donc, voilà, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder comment utiliser toutes ces méthodes-là, notamment les réseaux de neurones hein, et les outils qu'on a utilisés, comment les mobiliser pour une analyse éventuellement de plus long terme. Voilà, donc c'est la fin de ce cours d'exploitation de données massives en finance. Euh, donc pour rappel, vos exposés sont à rendre pour le dimanche 6. Ok, donc bon courage à tous, bon courage aussi pour les stages, pour poursuivre les cours en distanciel. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde et qu'on pourra quand même se revoir à la fac le plus rapidement possible. En tout cas, si vous avez des questions sur vos projets ou autres, n'hésitez pas à nous contacter donc par mail, hein. On vous répondra du mieux qu'on peut. Voilà, donc bon courage, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.